bienvenue dans ces réunions. C'est la deuxième année des Jeudis de l'Harmattan, donc c'est un peu... on a l'impression qu'on devient vieux d'un seul coup, mais on reste encore très jeune. Donc on essaye de mettre en place les choses petit à petit. Vous avez peut-être vu, quand vous êtes rentré sur la table, les deux volumes des journées de l'année dernière qui portaient sur l'Europe. Et donc on a l'intention, je le dis aussi pour les orateurs, de publier un ou deux livres à partir des interventions de cette année, bien évidemment, sur la mondialisation. L'idée de ces jeudis, c'est d'avoir un lieu de discussion sur des thèmes transversaux qui permettent à la fois de discuter de questions d'intérêt général, je dirais, et de mobiliser plusieurs disciplines et un plus grand nombre de disciplines possibles. Donc l'économie, la géopolitique, l'année dernière, il y a eu une séance en philosophie sur l'Europe et une séance d'historien. Cette année, donc cette première séance est plutôt économique et je dirais économie politique, avec une connotation géopolitique bien évidemment, parce que c'est difficile de faire autrement. Et je vous remercie de m'avoir aidé, d'avoir organisé cette journée, pas de m'avoir aidé, il a organisé cette journée et d'animer cette première table ronde. La deuxième journée aura lieu au mois de mars, le 29, si mes souvenirs sont bons. J'ai oublié de noter la date sur mon papier, c'est idiot. Et tournera autour des questions d'histoire et d'histoire culturelle. C'est mon collègue Laurent Martin de l'Université Sorbonne Nouvelle qui m'a aidé, qui a organisé avec moi cette journée, avec quelques pointures intellectuelles, comme aujourd'hui et comme dans toutes nos séances. Et donc deux tables rondes qui porteront sur la mondialisation culturelle, etc. Et la dernière séance qui aura lieu en mai portera sur les industries culturelles dans la mondialisation. Et le programme a été organisé par mon collègue Philippe Bouquillon et moi-même, et il est aujourd'hui à peu près complet. Voilà. Donc vous avez toutes les informations sur le site de l'Harmattan. À partir du moment où vous êtes venu au moins une fois, on a enregistré votre adresse et vous recevrez des invitations pour les séances suivantes. Donc ne vous inquiétez pas, je parle sous votre contrôle, Alice. Donc c'est Alice qui s'occupe de vous relancer, de vous inviter. Et donc je donne la parole tout de suite à Xavier, que je remercie encore une fois de son aide. Bien, alors, merci Bruno. Donc, on va dire que je suis très content de renouveler un peu cette opération, parce que l'année dernière, ça avait été un succès et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Je voudrais remercier aussi les collègues qui ont accepté de participer à cette réunion. Excusez un collègue qui devait parler d'Amérique latine et qui a été pris et qui ne sera pas là, malheureusement, personne n'a marre. Et ce qui va nous laisser un peu plus de temps, d'abord pour les premiers intervenants. Et je vais donner tout de suite la parole à ces deux premiers intervenants en précisant peut-être que la journée d'aujourd'hui, bon, c'est un regard sur la mondialisation, mais il y a une mondialisation heureuse ou peut-être malheureuse, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, disons, puisqu'il y a des visions ou des projets un peu divers. Si on pense à ce qui se passe aux États-Unis, si on pense à l'optimisme des Chinois, si on pense, à l'Europe face à la mondialisation, il y a toute une série de problèmes qui se posent. Et je crois que les deux thèmes de cette première séance vont permettre d'aller au cœur de cette réflexion. D'abord, une première intervention de Julien Vercueil de l'INALCO qui va nous montrer un peu cette mondialisation, je dirais, contrastée, ou je ne sais pas, vision un peu pessimiste, optimiste, c'est-à-dire de nous le dire, mais de nous montrer un peu cette trajectoire de la mondialisation aujourd'hui, dans le contexte que l'on connaît. Et puis, puisque, je ne sais pas si c'était un clin d'œil avec la journée d'aujourd'hui, nous aurons ensuite une présentation sur le réchauffement climatique. Alors peut-être que ce qui se passe aujourd'hui est lié à ce qu'on va discuter tout à l'heure, et c'est Jean-Paul Maréchal qui nous en parlera, un grand spécialiste,
des questions de l'économie du climat, enfin, du réchauffement, etc. Alors, sans perdre de temps, je donne la parole tout de suite au premier orateur, à Julien Vercueil, qui a une vingtaine, trentaine de minutes pour nous exposer ce qu'il a à nous dire. Merci beaucoup Xavier, merci pour cette invitation, merci aux éditions L'Harmattan d'organiser pour la deuxième fois ces rencontres, nous permettre d'échanger nos vues avec le public et entre nous aussi. Je vais commencer par me présenter, donc Julien Vercueil, j'enseigne à l'INALCO. L'INALCO, c'est les deux pieds dans la mondialisation culturelle en particulier, puisque c'est 102 langues qui sont enseignées à l'INALCO. Et il n'existe aucun institut au monde qui enseigne autant de langues différentes. Mais ce n'est pas de mondialisation culturelle que je vais vous parler. Habituellement, enfin l'année dernière en tout cas, j'étais venu ici pour parler de l'intégration économique régionale, du rôle de la Russie, de la relation entre la Russie et l'Europe. Je dirais que c'est ça ma zone de confort. Là, Xavier m'a demandé de sortir un peu de ma zone de confort. Il m'a dit tu vas travailler sur scénario et tendance de la mondialisation. Donc ça veut dire que mon intervention pourrait durer une dizaine d'heures. Fort heureusement pour vous, je vais essayer de la cantonner sous le contrôle de Xavier, tu me dis, parce que je pense que ça risque d'être un peu long. Donc d'une vingtaine de minutes. Et en fait l'idée, pour essayer d'être à la fois synthétique, pas trop universitaire, et quand même répondre à la commande, c'est de réfléchir à des scénarios. Il se trouve qu'il y a maintenant 8 ans, j'avais écrit un livre sur les BRICS, et dans la première édition de ce livre, j'évoquais 4 scénarios de la mondialisation. Et donc, en deuxième partie de mon intervention, je reviendrai sur ces 4 scénarios et sur ce qu'on peut dire 8 ans après de ces 4 scénarios. Voilà. Mais la première partie sera consacrée à discuter ce qu'on peut appeler des prophéties maladroites, c'est-à-dire d'abord ce que Menck a appelé en 1997 la mondialisation heureuse, et puis ensuite ce qui a été appelé à partir de 2002 puis 2010 la démondialisation. Deux prophéties maladroites. Je vais essayer d'expliquer en quoi. La première consiste à dire que parce qu'il y a une augmentation des échanges économiques dans le monde, il y a forcément corrélé et induit par cette augmentation des échanges économiques une amélioration de la situation et du bonheur sur la Terre. C'est grosso modo, sans trop caricaturer, ce qui est derrière cette thèse-là. Pourquoi? D'abord parce que on crée de la richesse pour échanger, on échange pour créer de la richesse, il se crée un cercle vertueux entre les échanges économiques et la production. Et donc, on augmente la quantité de richesse distribuée sur l'ensemble du globe. Et puis, deuxièmement, parce que cette mondialisation, c'est une mondialisation qui diffuse des bonnes pratiques, je reprends des termes souvent utilisés par les thuriféraires de la mondialisation, et du coup, il faut favoriser cette idée que le benchmarking des bonnes pratiques doit être diffusé sur le plus grand nombre de pays possible pour qu'ils puissent s'inspirer de ces bons exemples. Et ça permet de faire en particulier que des États arriérés soient de moins en moins arriérés. Alors, cette première vision à la fois irénique et un peu simplifiée de la mondialisation a tout de suite eu ses contradictions. En particulier, vous avez un économiste qui s'appelle Ah Joon-chang, qui est un économiste coréen qui enseigne aujourd'hui à Cambridge, qui a, dans un livre qui, en traduction française, veut dire se débarrasser de l'échelle après être monté sur la marche du dessus, accuser les pays les plus développés d'empêcher par des pratiques conscientes d'organisation de la mondialisation d'accéder au même type de développement qu'eux, ce qui est une sorte de mise à jour de vieilles conceptions marxistes qui existaient déjà, qui ont donné lieu à toute une littérature autour de la notion de dépendance, de capitalisme dépendant, etc., mais qui est actualisé par des contre-exemples. Par exemple, le contre-exemple de la Corée du Sud, qui, justement, en s'écartant de pratiques jugées bonnes par les pays du Nord, a réussi à favoriser le déploiement d'un certain nombre d'activités qui n'auraient sans doute pas pu être développées sans cela.
ce sont des notions qui remontent même au début du 19e siècle, hein, avec un économiste allemand qui s'appelait Friedrich List, et qui essayait de réfléchir aux conditions dans lesquelles les États-Unis d'un côté, l'Allemagne de l'autre, pouvaient contester la suprématie de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne à son époque. Ça, c'est le premier contre-exemple à cette thèse. Le deuxième contre-exemple qui nous est plus proche, c'est la crise des subprimes, c'est-à-dire que cette crise financière mondiale, elle n'est pas partie des pays du Sud, elle fait partie des pays du Nord. Et donc, il y a des parties de pratiques qui ont été pensées, organisées et développées dans les pays du Nord, et en particulier dans les pays anglo-saxons. Du coup, s'il y a eu contagion, c'est bien lié à, cette fois-ci en inversant la proposition, à des formes de mauvaises pratiques de pays leaders, hein, qui se sont avérées négatives pour l'ensemble des pays qui étaient plus ou moins en relation avec ces pays du cœur financier de la mondialisation. Et donc, on a une deuxième, sans parler de questions environnementales sur lesquelles Jean-Paul va revenir après, on a une deuxième contradiction immédiate qui peut être apportée à cette thèse de la mondialisation heureuse et du trickle-down, hein, du fait qu'on a forcément une percolation du haut vers le bas de l'enrichissement des plus riches vers les moins riches. Je vais nuancer un certain nombre de ces thèses qui elles-mêmes contredisent la thèse de la mondialisation heureuse, mais je voulais les présenter d'abord. La deuxième prophétie maladroite, c'est la prophétie de la démondialisation. C'est-à-dire, elle intervient d'ailleurs juste un peu après celle de la mondialisation heureuse. Elle intervient dès 2002 avec un économiste indonésien qui s'appelle Walden Bello et qui parle de deglobalization. Cette deglobalization serait liée à la réaction spontanée des peuples, des pays touchés de plein fouet par certains effets secondaires négatifs de la mondialisation, qui cherchent des protections et qui obtiennent de leurs États des protections face à ces dégâts potentiels que la mondialisation peut exercer sur eux. En France, c'est un peu plus tard que ce thème-là a été popularisé, en particulier par un livre de Jacques Sapir, et derrière lui, toute une série de thèses souverainistes, souverainistes aujourd'hui, avec Emmanuel Todd ou avec d'autres économistes, qui, cette fois-ci, prennent le contre-pied et indiquent que, selon eux, il devrait y avoir une progression justement provoquée par les forces populaires, des thèses qui feraient refluer la financiarisation, refluer l'augmentation des échanges commerciaux et qui préconiserait un développement plus auto-centré, centré sur un pays ou sur un petit groupe de pays, lequel serait nécessairement préférable à un développement fortement extraverti. Alors, on verra pourquoi ces deux visions sont largement tronquées. Ce que je pourrais dire juste sur ces deux visions, c'est qu'à bien avant eux, il y a une étude absolument remarquable de la mondialisation qui avait été faite par un économiste américain qui était secrétaire d'État au travail de Bill Clinton et qui s'appelle Robert Reich et qui, dès 1990-91, avait parlé dans un livre qui s'appelle L'économie mondialisée, à la fois de l'approfondissement de ce qu'on appelle aujourd'hui les chaînes globales de valeur, c'est-à-dire le fait que la production se répartit de manière de plus en plus fine entre divers sites productifs partout dans le monde, ce qui est une des formes de la mondialisation, à la fois de ce que cela peut induire comme effet sur les populations des pays du Nord, qui autrefois auparavant étaient les populations dans lesquelles se trouvait l'industrie et qui se trouvent mises en concurrence avec un certain nombre de travailleurs des pays du Sud, et puis à la fois aux politiques qui peuvent être menées pour essayer de tempérer les effets de ces deux phénomènes-là. Et ce n'est qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai vu passer, justement pour préparer un peu cette intervention, j'ai vu passer un livre que je n'avais pas lu, il faudra que je lise, d'un politologue de Sciences Po qui s'appelle Thomas Guénolé et qui parle de mondialisation malheureuse.
Bon, ben, en fait, il s'est beaucoup inspiré de Robert Reich, c'est-à-dire il y a 30 ans. Et donc, ben, pourquoi ne pas aller à la source et lire ce que écrit Robert Reich sur ces questions-là. C'est extrêmement intéressant et c'est encore, bien sûr, à actualiser, mais encore extrêmement pertinent sur un certain nombre de points. Donc ces deux visions, mondialisation heureuse et démondialisation, sont également tronquées. D'abord parce qu'on ne peut pas dire qu'il y ait démondialisation, y compris après la crise des subprimes. On n'a pas ce phénomène-là. Bien sûr, il y a des rhétoriques protectionnistes qui se sont répandues dans beaucoup de points du territoire du monde, mais ça n'a pour l'instant pas eu d'effet significatif sur la progression des échanges. Donc si je prends la dernière décennie, 2006-2016, qui englobe la crise des subprimes, on voit par exemple qu'il y a un seul commerce qui est moins intense aujourd'hui, une seule catégorie de commerce mondial qui est moins intense aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2006, c'est le commerce des hydrocarbures et des matières premières. Pourquoi? Parce que les prix sont plus faibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2006. Donc c'est un effet prix et ce n'est pas un effet quantité. Donc, et c'est moindre de 10% seulement par rapport à ce que c'était en 2010. Donc on échange moins de pétrole, mais ce n'est pas parce qu'on en produit ou qu'on en consomme moins, c'est parce qu'il coûte moins cher. En termes de valeur. Par contre, si je regarde les flux de marchandises, eh bien, il y a 25% de plus d'échanges de marchandises aujourd'hui qu'en 2006. Et si je regarde les produits agricoles, il y en a 70% en plus. Donc, on a une progression des échanges sur une décennie qui se poursuit en dépit des effets d'annonce ça ou là. Je ne parle pas de la circulation d'informations, je pense que si je n'ai pas cherché des chiffres sur ce domaine-là, mais ce serait intéressant de voir combien cette circulation d'informations a explosé dans les 10 dernières années à l'échelle mondiale, en regardant par exemple le nombre de téraoctets échangés par jour, on verrait des chiffres absolument éblouissants d'augmentation de la circulation d'informations. Si je regarde le commerce des services, les services commerciaux, vous avez certains services qui peuvent être exportés, qui peuvent être importés, pas tous, mais certains. Eh bien, le commerce des services a lui aussi progressé très fortement. En 10 ans, il a gagné 2 tiers, plus 66% entre 2006 et 2016. Et enfin, non pas enfin, les flux financiers internationaux. Bon, j'avais été frappé des interviews que j'avais vues d'un économiste spécialisé dans le suivi des flux financiers internationaux, qui expliquait en 2014 qu'on était revenu au flux d'échanges d'avant 2008, d'avant la crise des subprimes, qui évidemment ont été impactés par la baisse des cours des actions et l'effondrement des crédits subprimes. Et aujourd'hui, si on regarde par exemple le rapport de la Banque des règlements internationaux, on voit qu'avec ce qu'on appelle les fintechs, c'est-à-dire les technologies financières nouvelles qui se développent en particulier dans les pays émergents et en particulier en Chine, on a une augmentation des flux financiers internationaux, de l'endettement online qui surpasse largement la contraction de certains crédits plus classiques qui étaient autrefois les seuls crédits qui existaient, mais aujourd'hui, on a une innovation telle dans les vecteurs de financiarisation que les flux, globalement, bon, suivant les indicateurs, sont aujourd'hui 2 à 3 fois plus élevés qu'ils ne l'étaient avant la crise des subprimes. Donc la financiarisation ne s'est pas arrêtée, elle a continué à se développer au contraire, même si on peut constater que globalement, donc, le ratio d'ouverture, si je compare la manière dont les pays s'ouvrent au commerce et la manière dont ils s'ouvrent aux flux financiers, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ils s'ouvrent davantage encore aux flux financiers qu'aux flux commerciaux. Ça c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a une intensification des flux financiers qui est plus rapide que celle des flux commerciaux. Et d'autre part, on voit que depuis 2015, malgré tout, il y a un certain tassement de la croissance. Là, je vous ai donné les chiffres sur une décennie, mais 2014, 2015, 2016, on voit un plafond qui est atteint. Est-ce que c'est simplement lié à une incertitude plus grande sur un certain nombre de régions, aux incertitudes liées aux évolutions des taux d'intérêt qui entraînent moins d'investissement dans les pays émergents? Je ne sais pas, mais voilà, c'est quand même un palier qui a été franchi depuis 3 ans.
Et puis le dernier élément indicateur qui montre qu'on n'est pas du tout dans un phénomène de mondialisation, de démondialisation, pardon, ce sont les mouvements migratoires. Si on prend les données officielles des Nations Unies, il y avait 150 millions de migrants en 1990, il y en a 250 millions en 2015, et de 5 ans en 5 ans, le chiffre a augmenté de façon continue. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, la mondialisation n'est pas non plus heureuse, hein, c'est-à-dire qu'on a effectivement une progression de la mondialisation, mais elle affecte très différemment différentes régions, différents pays et différentes catégories de population à l'intérieur des pays. Bien sûr, la mondialisation s'accompagne d'une augmentation globale des revenus, bien sûr, et ça c'est encore vrai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on note à la fois une augmentation des échanges et à la fois une augmentation des richesses produites. Entre 1980 et 2016, la croissance a été de 60% mondiale. La croissance mondiale a été de 60% en cumulé. Hein. Et ce n'est pas quelque chose qui s'est arrêté dans les dernières années. Mais elle entraîne d'abord une forte instabilité, elle a entraîné une forte instabilité, et l'on voit la récurrence des crises, soit de type purement financière, soit de type monétaire, soit des récessions économiques jusqu'à aujourd'hui. L'instabilité peut être notée dans les dernières années sur les prix des actifs immobiliers, par exemple, qui est extrêmement volatile, bien sûr sur les prix des actifs financiers et sur les prix des matières premières, qui sont l'une des principales causes d'instabilité financière, étant entendu que les matières premières sont elles-mêmes très liées à la financiarisation, puisque se développe une finance des matières premières qui accroît cette instabilité globale. Et enfin, la mondialisation produit des inégalités, c'est un peu le thème de Robert Reich en 1991, et on a très récemment un rapport tout à fait remarquable sur le rapport mondial sur les inégalités de Piketty, Saez et Zuckman, et puis Alevedo et Chancel, qui montre, documente très très sérieusement ces questions-là, où on s'aperçoit qu'en fait, on a une double augmentation des revenus. Les revenus des plus pauvres ont augmenté, et ils ont augmenté de manière assez significative dans la période dans la dernière période, mais une augmentation, notamment sous l'effet d'augmentation des populations des pays émergents, des revenus des populations des pays émergents. Mais cette augmentation est beaucoup plus lente que l'augmentation des pays les plus riches de l'ensemble des pays sous-revus. Hein, on a des chiffres tout à fait impressionnants d'augmentation des inégalités qui sont portés par l'écart de croissance entre les revenus les plus riches et les revenus des moins riches. Au milieu, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au milieu, les revenus stagnent. Dans les 40% médians, on n'a pas de croissance des revenus. On a une croissance des revenus les plus pauvres, on a une explosion des revenus les plus riches, mais on a une stagnation des revenus médians à l'échelle mondiale. Donc le trickle-down est difficile à soutenir pour toutes les populations. Donc deuxième partie, plutôt que des prophéties, des scénarios. Et donc ça veut dire en fait des exercices, des expériences de pensée. Qu'est-ce qui se passe si on fait évoluer les choses de telle ou telle façon. Donc j'avais imaginé 4 scénarios, un scénario prolongation, un scénario déflagration, un scénario régulation et un scénario régionalisation. Donc dans le premier scénario prolongation, il s'agissait de prolonger les tendances que l'on avait observées dans les années 2000. Et donc ces tendances entraînaient une prolongation des problèmes d'instabilité d'échange, un maintien du chômage de masse et des inégalités dans les pays du Nord, des tensions sur les finances publiques accrues, notamment dans les pays du Nord, ce qui voulait dire que c'était les pays émergents qui tiraient la croissance mondiale. Ce qui entraînait le fait, par exemple, que début des années 2020, le PIB de la Chine dépassait celui des États-Unis, le Brésil et la Russie rejoignaient la France au début des années 20, l'Inde dépassait le Japon avant 2030, etc. etc. Et les niveaux de vie des pays émergents
atteignait le seuil de 20 000 dollars en revenu national brut par habitant, c'est-à-dire 50% des revenus français, avant 2020 pour la Russie, juste un peu après 2020 pour la Chine, et pour les autres pays, c'était un peu plus tard, 2030 pour le Brésil, l'Afrique du Sud, et l'Inde était encore loin d'y parvenir en 2035. Mais ce scénario de prolongation, consistant simplement à tirer les courbes, ne tient pas du tout compte d'éventuelles interactions et incompatibilités entre ces prolongations de courbes. Et du coup, j'avais envisagé un deuxième scénario qui était un scénario de déflagration, c'est-à-dire un scénario qui pose le problème de la soutenabilité de ces tendances. Soutenabilité qui peut être, alors là, je ne vais pas détailler, mais qui peut être d'une manière pyramidale, à très court terme financière, à court terme économique, à moyen terme sociopolitique, pardon, et puis à long terme diplomatique et environnemental. C'est-à-dire un petit peu comme si on avait diverses couches avec des instabilités de très court terme et des instabilités de beaucoup plus long terme. Dans ces scénarios du pire, on pourrait dire, on pourrait imaginer une explosion des contradictions dans tous les domaines concernés, mais il fallait prendre un point de départ, et le point de départ que j'avais imaginé à l'époque, c'était des tensions monétaires entre la Chine et les États-Unis. Donc ces tensions se traduisaient par une multiplication des crises financières, qui touchaient également les prix des matières premières, avec des conséquences sur des économies réelles, émergentes, et aussi sur des économies avancées, et des chocs sociaux et politiques, avec des tensions, des faillites d'États, des États qui peuvent faire faillite, la fin de l'euro éventuellement, et des politiques de l'urgence qui laissent complètement de côté les questions de coopération dans la lutte contre le réchauffement climatique, des tensions internationales, des conflits armés régionaux. Voilà. Donc en fait, le scénario de référence, c'est les années 30 européennes. C'est ça, les déflagrations. Le troisième scénario que j'avais envisagé, c'était le scénario de régulation. Donc c'est un scénario tout à fait opposé au scénario de déflagration, qui est un scénario irénique dans lequel les compromis internationaux émergent, des coopérations sur des domaines clés dans le domaine économique. L'objectif étant d'éviter les crises financières du type subprime, de lutter contre la dégradation de l'environnement, du type donc, accord de Tokyo, accord de Paris, une réforme du Fonds monétaire international, une progression vers une véritable régulation monétaire internationale, avec des monnaies régionales, ou bien même une création d'une véritable monnaie internationale. Et un certain nombre de régulations, notamment financières. Je passe parce que je suis en train de dépasser un peu mon temps. Des questions fiscales qui sont traitées à l'échelle mondiale, comme la taxation des émissions polluantes et des consommations d'hydrocarbures, puisqu'on sait aujourd'hui que les prix des hydrocarbures sont scandaleusement bas. Contrairement à ce que chacun d'entre nous, dans son quotidien, quand il fait son plein pense, le prix d'un litre d'essence devrait coûter quelque chose comme 100, 200, 300 euros, et non pas 1 ou 2 euros. Donc, et ceci permettrait de freiner les inégalités nationales et internationales, ce qui entraînerait une croissance globale beaucoup plus faible, mais plus stable, avec moins de variabilité. Et enfin, un dernier scénario, le scénario régionalisation, où en fait on observe une restructuration de l'ordre monétaire et commercial autour de quelques pôles régionaux. Donc un pôle piloté par l'Asie, par la Chine, avec le yuan comme monnaie régionale, mais une véritable problématique associée à ce pilotage chinois, qui est une problématique de relations avec les autres pays membres, et en particulier le Japon, mais pas seulement. Mais voilà, que deviendrait le yen dans ce scénario? Un pôle euro-méditerranéen, un pôle d'Amérique latine, et puis un repli du dollar qui serait sur l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, qui permettrait chacun régulant, reproduisant le scénario de régulation, mais plutôt à l'échelle régionale. Il y a des zones oubliées dans cette zone-là, par exemple l'Afrique subsaharienne. Il y a des zones d'ombre, l'Asie du Sud, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Asie du Sud. Mais ce que j'indiquais, c'est que ce qui pouvait donner lieu à une stabilité de ces pôles, c'était que les centres de ces pôles aient une capacité d'éducation supérieure, et donc de production de ce que Robert Reich appelle des manipulateurs de symboles suffisante, une capacité de production industrielle et agricole
suffisante et en approvisionnement énergétique. Et enfin, un pôle décisionnel cohérent, c'est-à-dire une capacité à créer des compromis et de développer les coopérations régionales autour de ces objectifs. Et donc, je terminais en disant que le scénario régulation est instable, c'est-à-dire que régionalisation, pardon, est instable. Il est instable parce qu'il peut donner lieu à une montée vers le scénario régulation ou au contraire une descente vers le scénario de déflagration, suivant la réalité des compromis qui sont obtenus dans chacun des différents pôles régionaux. Voilà. 10 ans après, je conclus, 10 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 4 scénarios? Bon, on n'a pas eu de scénario de prolongation, ça c'est certain. On a eu un certain nombre de déflagrations. Dans le domaine climatique, on a vu quelques avancées du scénario régulation, mais c'est plutôt le scénario régionalisation qui a vu un certain nombre de ces pays être développés par un certain nombre de ces pays. Ce qui n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, puisqu'on voit que ce scénario lui-même est instable, puisqu'il peut dévier vers l'un des 2 autres scénarios. Si c'est une étape pour développer des coopérations internationales à une échelle supra-régionale, eh bien ce sera sans doute pour le bénéfice du plus grand nombre. En revanche, ça n'est pas certain non plus. Je vous remercie. Bien, alors merci pour avoir respecté les délais et aussi avoir nourri la pensée, parce que tu as lancé plein d'idées et aussi avec beaucoup de clarté, donc dégager des scénarios possibles, peut-être impossibles, souhaitables, non souhaitables. Et je crois que ça peut donner naissance tout de suite à une première série de questions. Moi j'étais très touché que tu aies mentionné d'abord Robert Reich, parce que c'est un économiste très important. Et personnellement, je me souviens, c'est lui qui m'a invité à venir séjourner au MIT il y a très longtemps. Donc ça me fait plaisir. Et puis l'autre chose, c'est une question que je poserai tout de suite, je profite de mon statut, lorsqu'on parle du ruissellement. Alors, bon, on dit les riches, ils prennent l'argent et puis crac, plus rien pour les pauvres. Mais l'argent que les riches vont garder, qu'est-ce qu'il fait s'il ne redescend pas? Est-ce qu'ils font au soleil? C'est ça le problème. Le problème on parle d'absence d'impact, en raison, on mesure mal le ruissellement, mais d'un autre côté, s'il y a des ressources accumulées, qu'est-ce que devient ce capital? Ils font au soleil ou non? Il y a une dévalorisation, donc c'est un peu le débat qu'on a aujourd'hui à propos de l'Allemagne, qui n'enlève pas les salaires. Bon, d'un côté, le pays va dégager, enfin sur le plan macroéconomique, je ne parle pas au niveau des groupes sociaux, mais il y a accumulation de surplus, mais ce surplus n'est pas recyclé, donc s'il n'est pas recyclé, où est-ce qu'il va? Donc voilà un premier point. Donc j'ai profité de ma position de débatteur pour l'organisateur de cette première échange pour poser des questions, mais peut-être je vais demander d'autres questions et puis tu répondras. Est-ce qu'il y a des questions à poser après cet exposé? Oui, monsieur. Dans un de mes livres après l'Occident, j'ai analysé les fondements des grandes civilisations. Et si on ne regarde pas avec un aspect comptable qui n'est pas pertinent à mon avis, si on regarde sur le très long terme, toutes les grandes civilisations se sont effondrées dans une mondialisation. Et donc, il est très probable qu'on finisse par le scénario 4, à mon avis, qui est le seul valable. Pour bloquer la mondialisation financière, il va falloir que les grandes régions s'organisent, distribuent leurs salaires, ce qui passera par un effondrement probable de la Chine, parce qu'elle a du mal à distribuer les salaires, puisque ce n'est pas une démocratie. Et donc, je vois plutôt un effondrement et une régionalisation, mais on ne peut pas sortir par le haut d'une mondialisation. Ce n'est pas un problème d'accumulation de fric. Le fric, c'est de la spéculation, c'est tout. Il ne sert pas du tout à l'économie. Effectivement, il y a des sommes énormes qui sont quelque part et qui spéculent. Merci. Je pense que Thierry pourra aussi parler de la Chine éventuellement sur la question de démocratie et salaire. J'aurai une réponse, mais je pense que sur les aspects financiers. Voilà. Bien. Une autre question? Oui, monsieur? Oui, les 4 scénarios qui sont proposés sont très clairs et
Mais est-ce que les jeux politiques dans tous les pays ne donnent pas quand même une petite prime à la déflagration par le biais de la démonstration? Bien, monsieur. Je voudrais juste poser une question un peu complémentaire à celle qui vient de poser. Vous avez donc brossé ces 4 scénarios que vous aviez élaborés il y a 10 ans. Je n'ai pas entendu la raison pour laquelle c'est le 4e scénario qui semble privilégié avec une option sur les 2 précédents. D'accord. Bien, donc je réponds à cette première Ok. question. Très bien. Alors d'abord, sur la manière dont la richesse accumulée au niveau les plus élevés de l'échelle de rémunération sociale peut bénéficier aux échelons inférieurs. Qu'est-ce qu'on fait de ces revenus? Une remarque économique de base, soit on les consomme, soit on les épargne. Donc, sur la théorie de la consommation et les analyses de la consommation des classes les plus riches, je vous renvoie au livre de Thorsten Veblen, Théorie de la classe des loisirs, qui explique très bien comment les classes les plus aisées achètent du temps chez les autres pour montrer qu'elles peuvent en dépenser. Les effets qu'on appelle Veblen aujourd'hui sont des effets de consommation ostentatoire. Ce qui veut dire que ces effets de diffusion vont se produire évidemment vers ceux qui sont en capacité de fournir les produits de la consommation ostentatoire. C'est la raison pour laquelle les grandes boutiques et fabricants de luxe aujourd'hui se portent si bien, c'est qu'ils ont une demande extrêmement forte d'une catégorie de population dont les revenus augmentent et qui augmentent en nombre aussi. Donc vous avez un premier effet qui va se faire, mais ça reste, donc effectivement il y a un effet de diffusion par la consommation, mais ça reste limité à des industries qui sont relativement peu répandues, enfin qui n'ont pas d'effet sur l'emploi tout à fait important et d'effet même d'entraînement dans d'autres. Mais il y a cet effet-là qui existe. Le deuxième élément, c'est soit on consomme, soit on épargne. Et là, évidemment, les classes les plus riches ont une propension à épargner qui est nettement supérieure à la population moins bien lotie. Et du coup, cette épargne, elle va alimenter tout un circuit financier qui peut, dans un certain nombre de cas, alimenter la spéculation, mais pas dans tous. Ça dépend de la manière dont le système financier est organisé. Et donc, on note aussi dans les flux financiers qui augmentent aujourd'hui, eh bien, l'effet de cette augmentation des revenus des personnes qui tirent profit de la mondialisation. Donc, ensuite, la manière dont le système financier, lui, va recycler cette épargne pour l'investir dans telle ou telle activité de production d'infrastructures ou dans des activités spéculatives, ce sera propre au système financier de chaque pays. C'est ça qui est important de comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le pays est fortement financiarisé qu'il va forcément mal investir. Il peut y avoir un pays faiblement financiarisé qui investit extrêmement mal aussi. Vous voyez ? Donc on peut avoir des effets qui sont très faibles sur des effets d'entraînement sur l'investissement et qui ne sont pas forcément liés uniquement à des revenus financiers. Voilà. Donc oui, ils sont valorisés, mais ça peut servir des pyramides de Ponzi, comme ça peut servir à un système financier d'alimenter l'investissement et l'investissement productif. Donc voilà, vous allez regarder suivant les pays et vous observerez des différences. Ensuite, votre question sur le fait que, et c'est en fait un petit peu la même, c'est pas tout à fait la même question, mais ça rejoint un petit peu la quatrième question sur le rôle des choix politiques dans
dans la stabilité sociale du pays. Le fait, par exemple, que vous fassiez un lien direct entre l'absence de démocratie en Chine et l'impossibilité de monter les salaires, ça me paraît un peu rapide. Ça me paraît un peu rapide parce que il suffit que l'objectif de la planification soit la stabilité sociale pour qu'on augmente suffisamment les salaires pour, avec d'autres moyens évidemment qui ne sont pas uniquement économiques, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de déflagration politique immédiate. Il y a aussi la répression qui joue. Encore faut-il que le système politique et le système de planification soient suffisamment équipés pour pouvoir atteindre les objectifs qui se fixent. Et pour l'instant, ça a été le cas. Autrement dit, pour l'instant, c'est un peu comme s'il y avait un compromis implicite en Chine entre la stabilité sociale d'un côté et le maintien du parti-État au pouvoir absolu de l'autre. C'est-à-dire, tant qu'il arrive à assurer une amélioration du niveau de vie qui partait d'extrêmement bas, je me rappelle c'était $300 par habitant en 1980, à une masse critique de la population, eh bien il n'y a pas de soulèvement, il n'y a pas de demande sociale très forte de démocratie, parce que pour l'instant on est occupé à autre chose, et le pacte implicite reste à une forme de stabilité. Alors une forme de stabilité, c'est pas une stabilité indéfinie, hein, mais voilà. Donc on n'a pas un mur qui arrive immédiatement sur ce point-là. Donc là peut-être que tu pourras me contredire ou apporter d'autres éléments, parce que Thierry Perrault connaît très très bien la Chine. Et enfin, jeu politique et déflagration, oui, bon, j'ai dit à la fin qu'il me semblait que le quatrième scénario avait quelques chances d'avoir des illustrations dans les évolutions actuelles, mais je ne veux pas dire par là que c'est lui qui l'emporte sur les autres, en fait. C'est-à-dire qu'on repère des tendances aujourd'hui dans un certain nombre de pays, d'essayer de pousser la question régionale. Maintenant, est-ce que ça va aller suffisamment loin pour qu'on puisse dire que le scénario de régionalisation est le scénario qui est le plus probable? Ce n'est pas sûr. En fait, ce que je terminais ma présentation des 4 scénarios en disant que c'est forcément aucun de ces 4 qui sera celui qu'on verra se dérouler. Mais c'est plus pour fixer les esprits et pour indiquer voilà quelles sont les grandes avenues entre lesquelles les trajectoires des différents pays et du monde vont forcément passer. Par exemple, la question de la déflagration, elle reste quand même assez présente aujourd'hui, que ce soit une déflagration de type sociopolitique ou même une déflagration géopolitique. Ce qui était peut-être un peu moins flagrant en 2010, et qui aujourd'hui est plus présent, en tout cas plus présent dans l'actualité. Donc je ne voulais pas dire dans ma conclusion que j'accordais une place particulièrement importante au quatrième scénario. Je disais simplement que ce quatrième scénario avait un certain nombre d'éléments d'illustration aujourd'hui qu'on pouvait repérer. Voilà. Et sans aller jusqu'à dire que c'est lui qui semblait l'emporter sur les autres. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le scénario prolongation qui a lieu. Parce que la prolongation, c'était le scénario de base qui servait à utiliser les autres pour contraster avec lui. Voilà. Et enfin, jeu politique et déflagration. Donc, vous avez 2 types de jeux politiques. Vous avez des jeux politiques internes et des jeux politiques internationaux. Les 2 étant liés. Et donc, on peut prendre aujourd'hui l'exemple de la Turquie, où ces 2 jeux politiques sont emmêlés d'une manière extrêmement complexe aujourd'hui vis-à-vis notamment de l'Europe. C'est-à-dire que vous avez simultanément une très forte répression pour museler des demandes davantage de démocratie et d'état de droit, tout simplement. Et simultanément, une géopolitique très complexe de relations avec les Européens qui ne peuvent pas non plus rentrer en conflit immédiat avec la Turquie pour toute une série de raisons géopolitiques et également liées aux migrations. Et donc en fait, les jeux politiques intérieurs
peuvent se mêler au jeu géopolitique pour finalement stabiliser une situation alors qu'on pense qu'elle est explosive aujourd'hui. Et effectivement, le cas de la Turquie en ce moment est extrêmement illustratif de ça, de cette interaction entre l'instabilité géopolitique d'un pays et son instabilité politique interne. Son oscillation entre l'OTAN et un rapprochement avec la Russie. Et des relations géopolitiques, ça veut dire pas seulement la relation avec l'Union européenne, ça veut dire quelle relation avec l'OTAN et quelle relation avec la Russie, notamment dans le cas de la résolution du conflit syrien. Bien, une dernière question, est-ce que le temps passe? Pas de questions, eh bien, on va en profiter pour donner merci beaucoup pour votre exposé. Et la parole ensuite à Jean-Paul Maréchal. Bien, merci. Bien, alors je présente Jean-Paul Maréchal, enseigne à l'université de Paris 11, Paris Sud, pardon, Sud, 11, à l'université de Sceaux, et enseignement à l'université de Rennes 2. Nous avons eu le plaisir de nous connaître et d'enseigner ensemble pendant plusieurs années. Donc merci à tous d'être venus, merci Xavier de m'avoir invité à participer à cet échange. Et donc on va rester sur la question de la mondialisation et des obstacles à cette mondialisation ou ses revers. Et effectivement, bon, moi j'ai eu comme professeur à Paris 1 quelqu'un qui s'appelait Pierre Brochet, que vous avez sûrement connu. Et donc lui, dans un de ses livres, faisait la différence entre globalisation et mondialisation. Il disait finalement la globalisation, c'est la prise en masse, en quelque sorte, à l'échelle mondiale d'un certain nombre de problèmes. Et la mondialisation, c'est la réponse institutionnelle qu'on apporte à ces problèmes. On a déjà parlé d'un des problèmes liés à la globalisation, qui est effectivement la spéculation, puisque s'il y a bien un secteur qui a bénéficié en premier et le plus les effets des technologies de l'information et de la communication, c'est évidemment la finance. Qui explique qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 50 fois, en termes monétaires, les échanges qui sont des échanges en termes réels, 50 fois plus. En fait, il y a 50 fois plus de monnaie qui circulent d'échanges que d'échanges de biens et de services. Et puis, il y a un deuxième domaine qui est typiquement un problème de globalisation, c'est la pollution. Et en particulier une forme de pollution, puisque se multiplient aujourd'hui les pollutions internationales, c'est le changement climatique, c'est-à-dire en fait l'effet des activités humaines sur le climat. Si bien qu'on a longtemps discuté de savoir est-ce que les émissions de CO2 c'est de la pollution ou pas, à mesure où effectivement ça n'a pas d'impact direct sur les gens. Vous verrez dans 5 minutes pourquoi je fais cette précision. Et puis finalement, on a fini par dire bah si c'est quand même un peu une pollution parce que ça compromet en fait la stabilité des conditions de vie des habitants à la surface de la Terre. Donc, moi je vais aborder ce thème-là et je vais l'aborder à travers l'attitude d'un acteur en particulier qui est la Chine, puisqu'il se trouve que je travaille sur les questions liées à l'attitude de la Chine dans les négociations climatiques internationales. Donc, pour reprendre la distinction globalisation-mondialisation, c'est vrai que en matière climatique, on est vraiment face à un phénomène de mondialisation puisqu'on essaye de mettre en œuvre une réponse institutionnelle à l'échelle internationale. Bon. Et que cette réponse institutionnelle, en fait, c'est ce qu'on appelle le régime climatique international, qui est composé de 3 textes. Un premier texte qui date de 1992, qui est la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui est entrée en vigueur 2 ans plus tard, en 1994, et dont l'objectif est de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre. Bon. Et dès l'origine, en fait, sont posés un certain nombre d'éléments qui vont perdurer jusqu'à aujourd'hui et créer pas mal de difficultés. Le premier élément, c'est le fait d'établir une liste de pays qui sont appelés à faire plus d'efforts que les autres, même si dans le cadre de la Convention cadre, il n'y a aucun objectif chiffré, ce qu'on appelle l'annexe 1, c'est-à-dire grosso modo une quarantaine de pays correspondant aux pays de l'OCDE, bon, pour faire rapide, plus les pays en transition.
Et puis, ensuite, dans l'article 4 de la Convention, on parle d'une responsabilité commune mais différenciée. Commune parce qu'évidemment, tout le monde est responsable du changement climatique, mais différenciée parce que tout le monde ne l'est pas exactement dans la même mesure, selon qu'on parle du Tchad ou des États-Unis. 1992, c'est donc la Convention 4 des Nations Unies. Elle entre en vigueur en 1994 et on peut dire que c'est une convention qui est universelle puisque quasiment tous les pays ont signé et ratifié cette convention. Donc là, on a bien un exemple de mondialisation, c'est-à-dire de réponse institutionnelle à un problème global. Et puis, on se dit que là, on n'est pas allé suffisamment loin, et c'est pour ça qu'on décide de lancer un processus qui va aboutir 5 ans plus tard, en 1997, au protocole de Kyoto. Alors là, finalement, au protocole de Kyoto, on prend les choses un peu plus au sérieux. On dit, voilà, en fait, il ne s'agit pas de stabiliser, il s'agit de réduire. Bon. Et on fixe comme objectif de réduire pour 2012 les émissions de CO2 d'une liste de pays de un peu plus de 5% par rapport à leur niveau de 1990. Donc on a une date de référence, 1990, une date d'arrivée 2012, un taux de réduction 5,2% et une liste de pays qui est l'annexe B. En fait, l'annexe B du protocole de Kyoto, c'est globalement la même chose que l'annexe 1 de la Convention cadre de 1992. Bon. Avec toujours effectivement le rappel d'une responsabilité commune mais différenciée qui s'incarne justement entre les pays qui sont dans l'annexe B et qui doivent réduire leurs émissions et puis les pays qui ne sont pas dans l'annexe B et qui n'ont pas à réduire leurs émissions, ou en tout cas n'y sont pas obligés. Et donc c'est là que les malheurs commencent. Pourquoi? Parce que les États-Unis, comme vous le savez, commencent à tergiverser, et décident en 2001 de sortir du protocole de Kyoto, qui va avoir beaucoup de mal à entrer en application et qui ne va en fait entrer en application qu'en 2005, suite à la ratification russe de décembre 2004. Alors, à partir de là, effectivement, le climat mondial est coincé dans une sorte de dilemme du prisonnier, comme on dit en économie, c'est-à-dire en fait une situation où on a tous intérêt à ce que un état du monde émerge, mais on a tous intérêt aussi individuellement à poser des actions qui nous éloignent de cet état du monde. Et si je dis ça, c'est parce que finalement vous avez deux grands acteurs qui vont conditionner l'avenir du climat terrestre, les États-Unis et la Chine. Et que finalement ce qui caractérise le protocole de Kyoto, pour le point qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que finalement le premier émetteur de gaz à effet de serre à l'époque, ce sont les États-Unis qui n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto, et le deuxième pollueur de la planète qui est devenu le premier entre-temps, c'est la Chine, qui évidemment lui l'a ratifié, puisque n'étant pas un pays de l'annexe B, ça non seulement ne l'engageait à rien, mais ça lui permettait également, en ayant ratifié le protocole de Kyoto, de bénéficier d'un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de développement propre, qui finalement permet aux entreprises du Nord de comptabiliser dans leur réduction d'émissions, des réductions d'émissions faites dans les pays du Sud, qui permet évidemment des transferts de technologie, et on a pu montrer que la Chine avait siphonné à peu près 50% des MDP depuis l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto. Donc là, on est en 2005, vous voyez. Donc la Russie a ratifié, pourquoi? Parce que comme on a calculé les émissions sur la base de 1990 et qu'il s'est passé 2-3 petits événements après 1990, que la production industrielle russe a baissé de 30%, que les Russes, dans le cadre du protocole de Kyoto, étaient contraints à réduire de 0% leurs émissions par rapport à 1990. Ils avaient donc 30% de permis d'émission à vendre, et donc il y avait évidemment une aubaine pour eux qui se présentait, à mesure où les investisseurs étrangers ne se précipitaient pas pour investir en Russie. Donc tout ça, ça nous amène en 2005, mais on sait en 2005 qu'il ne reste plus que 7 ans pour finaliser un autre accord qui devra prendre effet à la fin du protocole de Kyoto, puisque le protocole de Kyoto arrive à échéance en 2010. Bon. Donc en 2007, lors de la conférence des parties qui se tient à Bali, on dit voilà, on se donne 2 ans, et en 2009, à Copenhague, on va avoir un super accord qui va, vous voyez, 2009, il reste 3 ans pour 2012,
ça laisse le temps de régler 2-3 petits détails, puis en 2012, c'est parti pour un accord qui va ensuite être appelé à durer très longtemps. Bon. 2009, on ne peut pas dire que la conférence de Stockholm soit un grand succès. Hein. Et si elle n'est pas un grand succès, c'est pourquoi? C'est parce que les États-Unis ne veulent pas être leaders en matière de lutte contre le changement climatique et parce que la Chine n'a pas envie de se voir imposer un certain nombre d'objectifs de réduction. Bon. Donc là, la situation semble bloquée et pour la débloquer, parce qu'il faut bien quand même à un moment faire quelque chose, on va finalement changer de méthode de négociation. C'est-à-dire que jusque-là, l'idée, c'était, disons, de partir de Kyoto et de faire une espèce de super Kyoto à l'échelle mondiale. Vous voyez, les Européens pensant que ce qu'ils avaient réussi à faire entre eux et avec une quarantaine de pays, ça pouvait être une sorte de prototype qui était généralisable à l'échelle internationale. En 2009, on se rend compte que les choses ne peuvent pas se dérouler de la sorte. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On change de méthode. Hein, et on dit que le prochain accord, donc ce qui sera l'accord de Paris en 2015, je vous fais l'histoire très rapidement, eh bien, on va partir de contributions nationales volontaires d'un certain nombre de pays, on va agréger tout ça, et ça va être l'accord de Paris. Donc, en fait, on passe d'une démarche qui va du haut vers le bas, en quelque sorte du climat vers les pays, vers une démarche qui va du bas vers le haut, c'est-à-dire un certain nombre de contributions nationales qui, étant agrégées, vont constituer le socle de l'accord de Paris. Donc ça, c'est ce qui est prévu, et c'est ce qui va finalement marcher. Pourquoi? Parce qu'en 2014, lors du sommet de la PEC qui se tient à Pékin, le président chinois Xi Jinping et le président américain Barack Obama annoncent que finalement ils vont se mettre d'accord pour lutter contre le changement climatique avec deux engagements. Pour les États-Unis, il s'agit de réduire de 26 à 28% leurs émissions de CO2 pour 2025 par rapport à 2005. Et pour les Chinois, il s'agit de stabiliser autour de 2030 leurs émissions de CO2. Et la deuxième chose, c'est d'améliorer leur efficience, enfin, d'améliorer leurs émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB, c'est-à-dire la quantité de CO2 qui est émise quand on crée $1 ou un yuan de produit intérieur brut, de 60 à 65% pour 2030. Ces deux types d'engagements, l'engagement américain et l'engagement chinois, finalement vont être actés dans le cadre du protocole de l'accord de Paris, puisque finalement rien ne va être changé à propos de l'attitude des Américains et des Chinois lors de l'accord de Paris. Donc voilà comment on arrive, vous voyez, à une forme de mondialisation, une réponse, vous voyez, institutionnelle au problème du changement climatique, en ayant changé en fait la méthode de négociation. En même temps, on a beaucoup discuté, est-ce qu'il fallait mettre pas plus de 2 degrés d'augmentation des températures, 1,5 degré? Tout ça, en réalité, c'est sur le fond un peu pour rire, puisque même si on agrège en réalité toutes les intentions nationales, on est plutôt sur une augmentation de l'ordre de 3 degrés. Donc, la question qu'on peut effectivement se poser, c'est qu'est-ce qui fait que la Chine a changé de position? Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça. La première réponse, c'est de souligner que finalement, la Chine, entre-temps, si vous voulez, a pris conscience. Alors, depuis les années 2000, mais plus depuis les années 2010, 2012, des problèmes de pollution qu'elle rencontre sur son territoire. Bon. Alors, on va dire qu'effectivement, le changement climatique, c'est pas la pollution de l'air, tout comme on vous dit, la météo, c'est pas le climat, mais enfin, ça a quand même un peu des rapports entre eux. Bon. Et notamment, il y a quelques années, quand on travaillait sur la pollution de l'air, le chiffre qui circulait, par exemple dans le livre de Vermander, qui reprenait un certain nombre d'études chinoises, c'était 650 000 morts par an. Bon. Et puis, en 2015, il y a un article qui sort sur la base d'informations déclassifiées par les Chinois, donc des mesures prises sur 1500 sites, donc ça fait beaucoup et pas beaucoup à l'échelle de la Chine, concernant que
un seul type de microparticules, des microparticules d'un diamètre inférieur ou égal à 2,5 microns, et là on arrive à 1 600 000 morts. Ah oui, là on passe de 650 000 global à 1 600 000 morts pour un seul type de pollution. Donc là effectivement on comprend pourquoi le gouvernement chinois ne peut pas ignorer la demande sociale, pour le coup, liée à la question de la qualité de l'air, d'autant plus qu'effectivement, dans le même temps, les pics de pollution se sont multipliés avec une telle intensité qu'on a même forgé le néologisme d'apocalypse. Donc même quand on est une dictature, on ne peut pas se fâcher avec tout le monde. Hein, là, il y a clairement, si vous voulez, une remise en cause de la légitimité de la politique, qui depuis 2007, avec la Société d'Harmonie, véhiculait en fait le projet de dire que les Chinois n'avaient pas vraiment leur mot à dire sur le plan politique, mais qu'en même temps on allait améliorer leurs conditions de vie. On ne peut pas dire que quand vous avez des pics de pollution qui vous empêchent de sortir dans la rue, et quand il y a 1 600 000 personnes qui restent, sans compter ceux qui tombent malades, etc., on ne peut pas vraiment dire que les conditions de vie sont améliorées. Alors effectivement, ça c'est un des éléments explicatifs du changement de l'attitude du gouvernement chinois, et même effectivement, si on dit oui, mais ce n'est pas le CO2 qui obscurcit l'air des villes, ce qui est tout à fait vrai. Pourquoi est-ce que l'air des villes est obscurci quand il y a des pics de pollution? C'est dû à l'automobile et au chauffage. Globalement, le mix énergétique chinois, c'est 66% de charbon, et ça c'est resté constant en fait depuis les années 50, sauf qu'aujourd'hui, les Chinois consomment évidemment beaucoup plus de charbon qu'en 1950. Bon. Donc, effectivement, lorsque vous brûlez du charbon, pour rester sur cet exemple, vous émettez du CO2 et vous émettez des microparticules. Donc, naturellement, en luttant contre la pollution de l'air, s'il s'agit de réduire la consommation de charbon ou d'avoir des centrales plus performantes, à la fois, vous voyez, vous réduisez les émissions de CO2 et vous réduisez la pollution de l'air, qui est ce qui incommode réellement les habitants des grandes villes en Chine et pas les émissions de CO2. À ça s'ajoute le fait que un certain nombre de scientifiques en Chine ont souligné à quel point le changement climatique pouvait avoir un impact négatif sur le territoire chinois, en matière de désertification, en matière d'inondation de villes comme Hong Kong, Shanghai, etc., qui sont en bordure de la mer. Et tout ça, vous voyez, ça peut constituer une première explication du changement d'attitude du gouvernement chinois. La deuxième explication, puisqu'il ne me reste plus que 4 minutes, donc je vais très vite, la deuxième explication, c'est évidemment la prise de conscience du formidable marché international que constituent les technologies vertes. Donc la Chine est déjà leader en matière de batteries, en matière d'ampoules à basse consommation, etc., etc. Et donc ils se rendent bien compte que de toute façon il y a un mouvement global qui fait que les normes vont être de plus en plus sévères en matière environnementale, qu'ils ont déjà une avance dans un certain nombre de domaines, pas dans tous, mais dans un certain nombre de domaines, et que cette avance, ils veulent la conforter. C'est pour ça qu'on a parlé l'an dernier qu'ils vont investir sur 5 ans, 360 milliards sur les technologies vertes. Et donc, c'est évidemment assez amusant de voir les Chinois qui sont loin d'être sur la frontière technologique mettre le paquet sur les technologies vertes pendant que le président américain fait l'apologie d'une énergie du 19e siècle. Ça, c'est donc la deuxième raison. C'est pour ça que là, il y a une alliance objective, en fait, entre Pékin et Washington. Parce que je pense que Trump ne pouvait pas plus rendre service au gouvernement chinois qu'il l'a fait le 1er juin dernier en sortant de l'accord de Paris. Ce qui m'amène à la troisième raison sur laquelle je vais conclure, c'est que ça permet d'améliorer l'image internationale de la Chine. Oui, c'est-à-dire que finalement, la Chine aujourd'hui, elle compte essentiellement parce qu'elle est grosse. Parce que c'est la deuxième économie du monde, parce que les États-Unis ont un PIB de 17 000 milliards, les Chinois de 12 000 milliards, vous voyez. Donc la Chine compte par la taille de son économie, par son taux de croissance, même si effectivement, enfin, tu vois, si on prend d'autres pays comme la Corée, les Coréens en font aussi bien à leur échelle. Bon, mais là, on est un peu comme fasciné par la Chine, mais la Chine, elle compte pas par son pouvoir d'attraction. Il y a beaucoup plus de gens, même avec Trump, qui veulent avoir un passeport américain qu'un passeport chinois. Bon, c'est-à-dire que la Chine ne fait pas rêver, c'est-à-dire qu'on a plus envie d'être invité à la Maison Blanche qu'au comité
du Parti communiste ou des centrales du Parti communiste chinois. Bon. Donc voilà, les Chinois même, vous voyez, en termes culturels, ils nous accablent un peu avec leur film historique. Voilà. Donc il y a un gros déficit de soft power, quoi. Voilà. Il y a du pouvoir lié à la masse de l'économie, mais il n'y a pas véritablement un pouvoir d'attraction. Voyez, bon. Et là, effectivement, le climat pour les Chinois, c'est une chance inespérée, puisqu'ils se disent qu'en apparaissant comme leader en matière de lutte contre le changement climatique, c'est une façon pour eux, voyez, de valoriser l'image de la Chine. C'est pour ça que l'élection de Trump étant à peine connue, les dirigeants chinois ont dit qu'ils se portaient garants de l'application et du respect de l'accord de Paris, qui finalement les engage qu'à la hauteur de ce qu'ils ont bien voulu promettre. Et donc on ne peut pas dire que c'est un engagement pour eux qui est extrêmement contraignant. Donc voilà ce que je pouvais dire en 20 minutes, vous voyez, sur la question de la mondialisation. C'est pour ça que j'ai pris ce sujet, en fait, on m'a demandé de prendre ce sujet sur lequel je travaille. Simplement, vous voyez, pour essayer de montrer qu'on a effectivement une réponse institutionnelle qui est apportée à cette question du changement climatique. Et j'ai essayé un peu là de résumer pourquoi finalement la Chine se veut désormais véritablement partie prenante de cette réponse à l'augmentation des températures terrestres. Je vous remercie. Bien, ben, merci Jean-Paul pour pu même donner encore 5 minutes. On va en profiter pour échanger, justement. Ça a été modeste et ça va laisser la place pour une grande discussion. Alors je rappelle quand même que c'est un thème extrêmement intéressant, pas simplement pour le climat aujourd'hui, mais aussi parce que ça fait la transition avec la deuxième partie de notre rencontre qui va porter plus sur la Chine et la mondialisation. Et ça reste quand même un des points, si on repense à la présentation qu'a fait Julien Vercuel tout à l'heure sur déflagration, coopération, régulation. Donc je pense que ce que tu nous as apporté s'inscrit bien dans cette typologie, dans ces scénarios de l'évolution, de la mondialisation, où effectivement cette question du climat joue un très grand rôle et, disons, est amenée à jouer aussi dans les années qui viennent. Voilà, alors merci pour cet exposé. Donc je donne tout de suite la parole à celles et ceux qui voudraient intervenir. Oui, monsieur. Est-ce que dans cette problématique, les Européens étaient très vertueux et ils ont évoqué la possibilité d'avoir une taxe carbone qui effectivement serait liée aux émissions faites par les industriels. Le problème, c'est que si on fait ça tout seul et si les autres pays ne le font pas, l'idéal, c'est d'avoir une taxe carbone harmonisée au niveau mondial. Je rêve sûrement, mais quelle est votre vision, votre avis? Bien. Une autre question? D'autres? Moi, Oui. J'ai pas compris pourquoi la Chine, ce n'est pas contraignant pour la Chine de prendre cet accord de ça. Bien. D'autres? Bon, d'abord, tu réponds. Tout à fait, oui. Alors, bon, à propos de cette histoire de taxe carbone, c'est en fait une histoire assez ancienne, puisque à l'origine, c'est plutôt, enfin à l'origine, c'est-à-dire au moment de la négociation du protocole de Kyoto, ce sont les Américains qui ont convaincu leurs partenaires d'adopter le système des permis d'émission. Donc les Européens étaient plutôt favorables à une taxe. Bon, enfin, ils étaient favorables à des normes région par région et ensuite des taxes. Bon. Les Américains ont fait savoir qu'ils préféraient des permis d'émission et comme à l'époque on disait qu'on ne pouvait pas se passer des Américains dans le cadre d'un accord international, donc on a adopté un système de permis d'émission. Bon. Donc c'est comme ça que maintenant ça fonctionne depuis 2005. Hein. Il y a un marché européen de permis d'émission et donc de temps en temps effectivement on a l'idée d'une taxe carbone aux frontières. Bon, parce qu'en fait, c'est ça. Parce que en fait, la taxe carbone, en fait, en France, vous l'avez, hein, puisqu'elle a été incorporée en douce dans la taxe générale sur la consommation de produits énergétiques, la TGPE, bon, alors qu'elle avait été officiellement abandonnée, mais en fait, elle est revenue à l'intérieur de la TGCPE, qui est l'ancienne taxe intérieure sur les produits pétroliers. Bon.
Alors, on a déjà un dispositif qui est passablement complexe si vous prenez un pays comme la France, puisque vous avez 4000 établissements qui sont soumis au permis d'émission, et puis vous avez les gens qui achètent de l'essence, etc., qui dans les faits payent la taxe carbone. Alors, l'idée effectivement d'ajouter une taxe carbone aux frontières, ça serait plutôt une bonne idée, vous voyez, et d'ailleurs elle est soutenue. Et c'est pour ça que vous avez raison d'en parler, par un certain nombre d'économistes américains. Alors bizarrement, les Européens ont un peu laissé tomber cette histoire-là. Les économistes américains semblent être assez fans d'un principe de taxe carbone, et c'est soutenu en particulier par deux économistes, Joseph Stiglitz d'un côté, William Nordhaus de l'autre, qui dit finalement ce qu'il faudrait, c'est que les pays qui ont décidé de lutter contre le changement climatique, eh bien, se mettent d'accord entre eux, et impose à ceux qui ne luttent pas contre le changement climatique une taxe carbone aux frontières. Voilà, bon. Là, évidemment, ça supposerait de relier, vous voyez, et ça serait une bonne idée, ça serait de relier la lutte contre le changement climatique au seul espace international où existe un embryon d'état de droit, qui est le commerce, c'est-à-dire l'OMC. Bon. Sauf que, pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour, hein, et que aucune force politique, voyez, ne soutient réellement cette idée de taxe carbone, même si vous avez eu des déclarations dans ce sens-là, il y a une dizaine d'années avec Dominique de Villepin quand il était Premier ministre, une responsable européenne il y a 2 ans qui a dit mais il faut que les Européens arrêtent de se laisser avoir. Parce que, évidemment, le risque dans tout ça, c'est que les Européens deviennent un peu les idiots du village global, quoi, vous voyez, et continuent de faire des efforts, alors que de toute façon, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'aujourd'hui, les pays de l'annexe B, c'est 10% des émissions de CO2 dans le monde, contre 28% pour la Chine. Ce qui veut dire que même si en France, on arrête de rouler avec des voitures à essence, l'impact sur le climat, c'est 0. Voilà. Donc voilà pourquoi, effectivement, c'est une vraie problématique, mais qui, pour le moment, est absolument pas, vous voyez, portée à l'échelle internationale par des pays. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que c'est pas un gros effort? C'est que, effectivement, si je reprends les chiffres Chinois nous disent on va arrêter d'augmenter nos émissions en 2030, et puis on va améliorer l'intensité carbone de notre croissance, c'est-à-dire le rapport entre les émissions de CO2 et le produit intérieur brut chinois. On va les améliorer de 35%, de 60 à 65% pour 2030 par rapport à 2005. Bon. Alors pourquoi ce n'est pas un gros effort? Ni l'un ni l'autre. Alors le premier, c'est on va stabiliser autour de 2030. C'est pas un gros effort. Pourquoi? Parce que en fait, l'économie chinoise continue de croître, hein, au rythme de 6% par an. On ne sait pas très bien, hein, dire, bon, mais enfin, mettons que ça soit autour de 6%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2030, donc, c'est-à-dire 15 ans après les accords de Paris, même si le taux de croissance de l'économie chinoise est que de 5% sur 15 ans, vous doublez votre PIB. Bon, aujourd'hui, le PIB chinois, c'est 60-65% du PIB américain, donc même si les Américains font 3% de croissance, en 2030, la Chine est pratiquement assurée d'être la première économie du monde. Bon. Donc, premier élément d'appréciation. Deuxième élément d'appréciation, c'est que, en fait, l'économie chinoise se modernise. Ça veut dire qu'en fait, la part des services dans le produit intérieur brut chinois augmente. Par exemple, entre 2007 et 2015, la part des services est passée de 42 à 50%. C'est-à-dire qu'en fait, l'économie chinoise devient une économie majoritairement de services. Pourquoi? Parce que premièrement, les services se développent, et puis deuxièmement, comme les Chinois ne veulent pas être trop touchés par les problèmes qu'ils pourraient avoir dans le cadre de l'OMC, ils font produire une partie de leurs panneaux solaires en Malaisie, donc c'est comptabilisé comme des exportations malaisiennes. Donc en fait, vous avez à l'intérieur de l'économie chinoise de plus en plus d'activités qui émettent moins de CO2 que les activités industrielles. Donc ça veut dire qu'autour de 2030, et peut-être même bien avant, vous voyez, l'économie chinoise aura stabilisé ses émissions de CO2, d'autant plus que dans le même temps, ils comptent développer
les énergies vertes, parce qu'il faut savoir, c'est que dans l'énergie verte, il y a ce que nous on appelle les technologies vertes, mais il y a aussi le nucléaire. Donc la part du charbon va diminuer. Donc même à structure industrielle constante, finalement la part des énergies carbonées va diminuer. Donc voilà pourquoi c'est pas très contraignant. Et alors la deuxième chose, c'est on va diminuer le ratio émissions de CO2 sur PIB, et ça, je veux dire, tous les pays le font depuis la révolution industrielle. Pourquoi? Parce que, évidemment, pour produire une quantité de lumière donnée, vous avez intérêt à utiliser le moins d'énergie possible. Donc, l'efficience énergétique de tous les pays s'améliore depuis la révolution industrielle. Au début de la révolution industrielle, le rendement de machines à vapeur, c'était 10%. Et puis ensuite, on est parvenu à 40%. Bon, pourquoi? Parce que si vous avez 10%, ça veut dire que si vous avez, mettons, le rendement d'une ampoule qui est de 10%, c'est-à-dire que 10% de l'énergie fait de la lumière et 90% fait de la chaleur. Bon, donc vous n'achetez pas une ampoule pour vous chauffer. Donc, en fait, toutes les économies, qu'est-ce qu'elles font? Elles améliorent leur efficience énergétique. Elles utilisent de mieux en mieux l'énergie dont elles disposent. Et donc, si vous utilisez de mieux en mieux l'énergie dont vous disposez, même si vous ne changez pas votre mix énergétique, structurellement, vous diminuez vos émissions de CO2 par point de PIB. Et donc finalement, la Chine s'est engagée à faire quelque chose que de toute façon, elle aurait fait, même s'il n'y avait pas eu les négociations climatiques. Et donc voilà pourquoi je dis finalement que l'accord de Paris engage pas trop l'économie chinoise. Ce qui ne veut pas dire en même temps que les Chinois font rien contre la pollution. Ça, vous voyez, c'est deux choses différentes, quoi. Mais ils ont été suffisamment malins dans les négociations pour finalement apparaître comme étant absolument décidés à lutter contre le changement climatique, mais finalement en adoptant des mesures qui globalement leur convenaient étroitement aux impératifs qui se sont eux-mêmes fixés en matière économique et politique. Oui. Oui, pour la Chine, vous n'avez pas cité un phénomène intéressant qui est l'opportunisme chinois, puisqu'ils étaient, enfin, grosso modo, les anciens siècle, on était tous avec des mines de charbon. L'Europe, qui n'a pas d'énergie, c'est lié avec des monopoles, des monarchies pétrolières, la des armes, et a beaucoup de mal à se sortir du pétrole. L'Amérique avait la chance d'en avoir, et elle s'en sort encore moins. Et la Chine a compris, après avoir cherché les années 90-2000 à prendre des positions sur les champs pétroliers, elle a compris qu'il fallait sauter complètement cette génération-là et passer directement au... Parce qu'eux, la Chine, n'ont pas du tout de pétrole non plus. Et je pense que ce problème-là est à la fois intelligent de la part des Chinois, mais très risqué aussi, puisqu'on sait que ce sont les mines qui financent toute la corruption du parti en Chine, et que c'est la principale menace pour la Chine, c'est pour arrêter ce financement de leur petit parti qui tient un énorme pays, qui est très fragile finalement, et qui peut capoter à cause de cette fermeture des mines. Voilà, c'était juste un... Peut-être, alors ouais, enfin, là moi je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de corruption en Chine, je suis pas sûr que ça soit lié qu'aux mines. Enfin, je trouve que c'est plus général. Les mines ne tiennent que par le parti, les actionnaires des mines. Ah oui, d'accord, ok, d'accord, mais surtout, non, à propos des États-Unis, c'est là où j'aurais un point de complément à vous dire, c'est que en fait, les Américains produisent de plus en plus de pétrole, précisément. Je veux dire, pour des raisons géostratégiques, en fait, ils commencent à en avoir un peu assez du Moyen-Orient. Bon, et tout le développement du gaz de schiste, du pétrole de schiste aux États-Unis, en réalité, c'est une réponse à ça. C'est-à-dire que entre d'un côté, si c'est plutôt intelligent, parce que si vous voulez, ça leur évite de donner encore plus d'argent à des monarchies pétrolières qui financent le terrorisme international. Donc, je veux dire, c'est plutôt malin. C'est-à-dire que le calcul à long terme que font les États-Unis, c'est d'essayer de devenir autosuffisants en matière de pétrole, qui sont pratiquement sur le point d'être. Oui, mais vous savez, bon, je veux dire, si vous assurez votre autosuffisance pétrolière pendant 20, 30, 40, 50 ans, c'est déjà ça. Vous voyez, bon, alors l'affaire du charbon aux États-Unis, ça c'est autre chose. Mais sur cette question de développement de la production pétrolière aux États-Unis, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Vous voyez, quand on regarde les chiffres, c'est de voir qu'effectivement les États-Unis ont beaucoup développé leur production de pétrole. Si bien que quand ils demandent aux Saoudiens, pour nuire aux Russes, de faire chuter le prix du pétrole, les Saoudiens sont trop contents de leur rendre service parce qu'ils savent très bien qu'en dessous de $40 le baril, le pétrole de schiste n'est pas rentable à exploiter. Quand on a compris ça, les Chinois prennent de l'avance. Pardon ? Ils prennent de l'avance, ça dépend dans quoi, parce que moi je pense que
je ne suis pas sûr d'abord que les Chinois, pour le moment, quand vous regardez leur mix énergétique, c'est 66% de charbon. Donc je ne sais pas si c'est une super avance. Vous voyez, c'est quand même... Non, parce que le problème avec les Chinois, c'est qu'on raisonne trop en pourcentage et pas en valeur absolue. Bon. Donc, évidemment, pourquoi est-ce que leurs pourcentages sont toujours bons? Parce qu'ils partent de bien plus bas. Donc, par exemple, quand ils vous disent, les Chinois, on augmente notre efficience énergétique de 60% en 10 ans, vous dites, c'est formidable, on fait 5%. Et si vous regardez la quantité de carbone émise par dollar produit, c'est beaucoup plus faible aux États-Unis qu'en Chine. Bon, donc voilà pourquoi, là-dessus, si vous voulez, il faut être un peu prudent. Et voilà pourquoi, en fait, le gouvernement chinois communique toujours sur des pourcentages. Oui, jamais sur des valeurs absolues. Parce que sur les valeurs absolues, évidemment, ils sont un peu à la ramasse par rapport aux Américains. Vous voyez, bon, ce qui est d'ailleurs normal, hein, parce que même si l'économie chinoise a considérablement progressé en 30 ans, elle est quand même moins moderne que l'économie américaine. Il n'est pas sûr qu'avec la prise de contrôle du pouvoir, enfin renforcer le pouvoir, elle va probablement être encore de moins en moins moderne, quoi. Bon, mais là, il y a évidemment, vous voyez, un certain nombre de choses. En revanche, sur les nouvelles technologies, là où, si on veut rester sur la question de dépendance, ce que les Occidentaux font peut être potentiellement dangereux, parce que tout le monde explique que l'électricité c'est formidable, etc. Simplement, qui dit électricité dit batterie, qui dit batterie dit lithium, qui dit lithium dit Chine. Voilà. Alors je veux bien que les Chinois aient été condamnés il y a 2 ans par l'Organisation mondiale du commerce parce qu'ils voulaient restreindre leurs émissions de terres rares au Japon suite à une Xème querelle sur les îles dans la mer de Chine. Néanmoins, il est clair, si vous voulez, que si on pousse très loin, vous voyez, la production de voitures électriques, par exemple, d'abord il va falloir produire de l'électricité pour ces voitures. Oui, parce que là, pour le moment, les voitures électriques, c'est génial parce qu'en réalité, comme c'est epsilon du parc automobile, ça se fond dans la production d'électricité globale. Mais imaginons que tout le parc français devienne électrique. Là, il va falloir en construire des centrales nucléaires, vous voyez, pour alimenter tout ça. Je ne suis pas sûr que les écolos soient absolument d'accord avec cette perspective. Bon. Et puis, la deuxième chose, c'est que qui dit voiture électrique dit batterie, qui dit batterie dit terres rares, et qui dit terres rares dit dépendance de la Chine. Je ne suis pas sûr, on dit quand même en économie politique internationale, que ça soit extrêmement intelligent d'être dépendant d'un seul fournisseur qui, en plus, est une dictature. Oui, parce qu'avec le pétrole, vous pouvez toujours jouer les Saoudiens contre les Saoudiens, etc. Bon, là, pour le moment, sauf si on veut rouvrir ou ouvrir des mines de terres rares dans les pays occidentaux, ce qui effectivement permettrait de lever la contrainte, on risque effectivement de dépendre complètement de la Chine. Et ça, là, je pense qu'il y a un vrai problème géoéconomique à terme avec le fait de pousser à ce point-là l'électricité. Bien, une autre question. S'il n'y a pas d'autres questions, on va rester là. Alors, on a gagné du temps, et comme il fait, ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite un petit break, et puis on va reprendre peut-être avant l'heure, parce que comme il ne fait pas beau, ça permettra aux gens de revenir. Les intervenants arrivent. Mais ils sont là, ils sont là. Ben, on va trouver un substitut, c'est comme la veuve de Lénine. Hein, s'il n'est pas là. Non, après en séance, mais je peux demander